Salut à tous, bienvenue sur JB Aubert. Le président français Emmanuel Macron a clairement affirmé que la guerre contre l'Iran n'est pas un spectacle et que quiconque est sérieux ne peut pas continuer à dire un jour le contraire de ce qu'il disait la veille. Son point était simple, peut être que le président américain devrait cesser de parler tous les jours et laisser les choses se calmer, parce que ces contradictions publiques constantes ne font qu'aggraver la situation. Parce que apparemment la discipline stratégique consiste maintenant à tout dire partout en même temps. À ce stade-ci, on est déjà au-delà de la diplomatie normale. Les dirigeants européens se retrouvent forcés de dire publiquement au président américain de faire preuve de retenue parce que ces contradictions aggravent la guerre. Macron a fait ses remarques à Séoul lors d'une visite d'État en Corée du Sud et il était visiblement irrité. Cette irritation ne sortait pas de nulle part. La veille, Trump s'était moqué de lui lors d'un dîner privé en imitant un accent français et en lançant des remarques grossières sur l'épouse de Macron. Macron a écarté ses propos en disant qu'il n'était ni élégant ni à la hauteur et qu'il ne méritait pas de réponse. Rien ne résume mieux le leadership en temps de guerre que de transformer un dîner privé en audition de tabloïd. Je suis d'accord avec cette évaluation parce que ce qui se déroule en ce moment ressemble à l'effritement de l'alliance transatlantique par l'humiliation publique, l'insulte personnelle et l'incohérence stratégique. Quand le style du briefing commence à ressembler à un numéro de scène avec des conséquences nucléaires, les alliés le remarquent. Les contradictions pointées par Macron ne sont pas subtiles du tout. En juin 2025, Trump a ordonné des frappes aériennes contre des installations nucléaires iraniennes, puis il a déclaré que le programme nucléaire de l'Iran avait été complètement et totalement anéanti. Il ne l'a pas dit une seule fois. Il a répété des versions de cette affirmation encore et encore. Entre juin 2025 et février 2026, en insistant sur le fait que la capacité nucléaire de l'Iran avait été anéantie, que sa menace nucléaire avait été neutralisée et qu'une destruction totale avait été accomplie. Puis, le 28 février 2026, Trump a lancé une nouvelle guerre contre l'Iran et l'a présenté comme la dernière meilleure chance de frapper le programme d'armes nucléaires iranien. La contradiction est évidente. 6 mois plus tôt, on avait dit au public que tout avait déjà été détruit et réglé. La question devient donc inévitable. Le programme nucléaire iranien a-t-il été anéanti en juin ou représentait-il encore une menace telle que les États-Unis devaient lancer une guerre à grande échelle 8 mois plus tard? Les deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps. Et Macron l'a simplement dit tout haut sur la scène internationale. Dans cette version de la politique anéantie semble vouloir dire jusqu'à la prochaine conférence de presse. Cette contradiction devient encore plus nette quand on regarde le propre camp de Trump. Steve Witkoff a dit le 21 février que l'Iran était probablement à une semaine d'obtenir du matériel de qualité industrielle pour fabriquer une bombe. Si c'était vrai, alors les frappes de juin n'ont rien anéanti du tout. Des experts du contrôle des armements interrogés par PolitiFact se sont montrés sceptiques face à l'affirmation de Witkoff et ils ont aussi souligné que l'évaluation de Trump contredisait directement un document de la Maison-Blanche datant de novembre 2025 qui disait que la frappe avait considérablement dégradé le programme nucléaire iranien et non pas qu'elle l'avait anéanti. C'est exactement le genre d'incohérence politique auquel les marchés financiers réagissent. Et le schéma va bien au-delà de cette seule question. Sur la guerre elle-même, Trump a oscillé entre l'idée qu'un cessez-le-feu était proche, que la guerre avait déjà été gagnée et que les États-Unis continueraient de se battre. Dans son allocution du mercredi à la Nation, il a menacé de bombarder l'Iran jusqu'à le ramener à l'âge de pierre, tout en suggérant en même temps que les négociations avançaient. Le discours lui-même a été décrit comme décousu et confus, avec très peu d'éléments concrets. Les marchés préfèrent généralement une doctrine à l'improvisation, et les alliés aussi. La critique de Macron sur tout cela était directe. Il y a tout simplement trop de bruit, et tout part dans tous les sens. En pratique, cela veut dire que le président américain traite une guerre comme une émission de télé-réalité. Et c'est exactement l'impression que cela donne maintenant.
Les missiles sont réels, même si le message arrive avec une énergie de jeu télévisé. Le même schéma apparaît dans le dossier de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Macron a soutenu que des alliances comme l'OTAN comptent à cause de ce qui n'est pas dit, c'est à dire la confiance qui les sous-tend. Si l'on crée chaque jour un doute sur cet engagement, alors l'alliance se vide de l'intérieur. De vrais alliés répondent présents quand des enjeux surgissent. Ils ne passent pas leur temps à se demander publiquement chaque jour s'ils respecteront ou non leurs obligations. En termes simples, le dommage ne tient pas seulement à la possibilité que l'Amérique quitte l'OTAN un jour. Le dommage, c'est l'incertitude quotidienne sur le fait de savoir si l'Amérique tiendra réellement parole. Une alliance ne peut pas fonctionner avec l'article 5 le jour et le suspense le soir. Macron a aussi rejeté l'idée de Trump d'une opération militaire pour ouvrir de force le détroit d'Ormuz. Il a qualifié ce plan d'irréaliste parce qu'il prendrait trop de temps et exposerait les navires aux menaces côtières des gardiens de la Révolution qui disposent de ressources importantes, de missiles balistiques et de nombreux autres moyens d'attaque. Selon lui, la réouverture du détroit ne peut se faire qu'en concertation avec l'Iran et nécessiterait un cessez-le-feu ainsi que des négociations. La rhétorique des canonnières est facile, la géographie l'est beaucoup moins. Ce n'est pas le langage d'un allié qui s'aligne derrière la stratégie de Washington. C'est le langage d'un pays qui cherche à empêcher les États-Unis d'aggraver la crise. La situation est devenue encore plus laide sur le plan personnel lorsque Trump a répondu aux réticences européennes en se moquant du mariage de Macron. Lors de ce dîner privé du mercredi, il a imité un accent français, affirmé que l'épouse de Macron le traitait extrêmement mal et plaisanté en disant que Macron se remettait encore d'un coup à la mâchoire. Il faisait référence à une vidéo de 2025 qui semblait montrer l'épouse de Macron en train de lui repousser le visage, une affirmation que Macron a ensuite rejetée comme de la désinformation. Dans ce format-là, la salle de crise dérive de plus en plus vers une soirée micro ouvert. Cela a déclenché l'indignation en France. À un moment où des gens meurent sur le champ de bataille en Iran et où l'avenir du monde est en discussion, le président américain a choisi de rire et de se moquer des autres. Ce qui a rendu ce moment encore plus frappant, c'est que même Manuel Bompard, coordinateur du parti de gauche radical La France Insoumise et opposant de Macron, a pris sa défense et a jugé les propos de Trump sur Macron et son épouse absolument inacceptables. Quand même vos adversaires défendent votre dignité, c'est que la performance a clairement dérapé. Quand même des adversaires politiques intérieurs font bloc pour défendre quelqu'un contre les insultes d'un dirigeant étranger, c'est que ce dirigeant étranger est allé trop loin. Ce qui compte ici, c'est pas seulement l'insulte elle-même, mais ce qu'elle révèle. La rupture personnelle reflète la rupture institutionnelle. Après avoir observé des relations diplomatiques se fissurer avec le temps, il devient plus facile de reconnaître le moment où l'hostilité personnelle n'est plus seulement personnelle et commence à devenir structurelle. Une fois que la diplomatie devient du contenu personnel, la stratégie sort généralement par la porte de côté. Il ne s'agit plus simplement d'une querelle entre Trump et Macron. La France a déjà pris ses distances avec une opération que les États-Unis et Israël ont choisi de mener seuls. La logique est simple, ils ont décidé seuls de cette opération et maintenant ils se plaignent d'être seuls dedans. C'est pas l'opération de la France. Il s'agit d'une prise de distance publique à l'égard de la stratégie militaire américaine et cela se fait ouvertement, officiellement à Séoul. Le reste de l'Europe regarde cela se produire. Le Royaume-Uni a même tenu un sommet international avec plus de 40 nations pour traiter de la crise du détroit d'Ormuz. Et les États-Unis n'y ont pas été invités. L'implication est frappante. L'Amérique déclenche une guerre qui perturbe une voie maritime essentielle, puis l'Europe tente d'en gérer les conséquences sans la participation américaine. Déclencher l'incendie puis manquer la réunion des pompiers, c'est pas une grande image pour une superpuissance. À partir de là, la trajectoire générale devient plus facile à voir. D'ici la fin de 2026, l'alliance transatlantique pourrait encore exister sur papier, mais pas nécessairement dans les faits. Les dirigeants européens vont probablement préserver des liens diplomatiques formels avec Washington, tout en construisant discrètement leur propre stratégie sur l'Iran, le commerce et la défense. Les remarques de Macron pointent déjà vers cet avenir.
Les critiques publiques des États-Unis, le rejet ouvert des plans militaires américains et une volonté de négocier avec l'Iran de manière indépendante sont tous des signes de ce déplacement. Lorsque Trump répond ensuite à ce déplacement par des insultes personnelles, les dirigeants européens obtiennent encore davantage de justifications intérieures pour l'autonomie stratégique. La France peut invoquer le comportement de Trump pour expliquer pourquoi elle refuse de se joindre aux opérations américaines. L'Allemagne peut s'en servir pour soutenir que l'Europe a besoin de ses propres capacités de défense. Les plus petits États européens peuvent y voir la preuve que l'Amérique n'est plus fiable et commencer à se rapprocher de l'axe franco-allemand. Rien n'accélère l'autonomie européenne comme Washington qui vend l'incertitude comme du leadership. Entre-temps, les contradictions vont probablement se poursuivre. Trump peut menacer de quitter l'OTAN tout en exigeant encore le soutien européen. Il peut insister sur le fait que le programme nucléaire iranien a été anéanti tout en lançant de nouvelles frappes contre lui. Il peut dire que les négociations progressent tout en menaçant de bombarder l'Iran jusqu'à l'âge de pierre. Chaque contradiction affaiblit davantage ce qui reste de la crédibilité américaine. À un certain point, le message cesse d'évoluer et commence à partir en roue libre. Au fond, le point de Macron était très simple. C'est pas un spectacle. Il s'agit de la guerre et de la paix et de la vie de vraies personnes. Mais Trump se comporte comme si tout était un spectacle. Ces contradictions ne comptent peu être pas pour un public intérieur qui ne suit pas les détails de près, mais les dirigeants étrangers, eux, suivent les détails. Il remarque quand des affirmations opposées sont faites à des jours d'intervalle. Il remarque quand l'émissaire de Trump dit que l'Iran est à une semaine d'obtenir du matériel pour fabriquer une bombe, après des mois d'affirmations selon lesquelles le programme nucléaire iranien avait déjà été anéanti. Et à partir de là, ils en tirent la conclusion que l'Amérique ne peut pas être digne de confiance pour diriger en ce moment. Les alliés peuvent tolérer la bravade, mais ils gardent quand même les preuves. L'humiliation publique de Trump par Macron, les menaces contre l'OTAN, l'effondrement de l'embauche, la vente des bons du Trésor et la divergence du crédit privé ne sont pas des histoires séparées. Elles font toutes partie de la même transformation. La puissance américaine se fragmente, non pas à travers un effondrement spectaculaire, mais à travers l'accumulation de contradictions, de promesses brisées et d'alliés qui décident qu'il serait être mieux de gérer les crises sans l'apport de Washington. C'est à cela que ressemble la fragmentation quand elle arrive habillée en confiance. Dès lors que le président français en arrive à dire au président américain de se taire parce qu'il empire une guerre, alors l'alliance peut être déjà terminée dans les faits. La seule question encore en suspens, c'est de savoir quand tout le monde finira par l'admettre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. JB Aubert vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.